Deuxième partie de ce test, là encore pas mal centré sur les propriétés du H énolisable en alpha de groupe électroattracteur. La particularité, c'est qu'on engageait ce coup-ci une dione. En commençant par vous demander le nom, alors pas mal de petites erreurs, je vous en ai pas tenu vraiment rigueur. N'oubliez pas de rajouter un E après hexaneux dione. On ne met jamais deux consonnes qui se suivent dans l'écriture d'un nom de molécule. Bien, pourquoi utiliser une dione? Mais parce qu'effectivement, quand il y a un H qui est porté en alpha des deux CO à la fois, il est beaucoup plus acide. On avait même expliqué que son pK était quasiment divisé par deux ou presque divisé par deux. Et dans ce cas-là, on avait une réaction acido-basique qui devenait une réaction quantitative totale en utilisant les ions énolates. Encore une fois, connaître les pK, ça vous permet de savoir si on a une réaction qui est favorable ou une réaction qui est peu déplacée. Un éthanolate, c'est un pK à 16. Le H en alpha de 2 CO simultanément, c'est un pK à 9. Donc c'est beaucoup plus acide que la base ET-. Donc cette réaction devenait une réaction favorable. On obtenait un carbanion qui était nécessairement porté par le carbone qui avait le méthyle, et ici il n'est pas du tout question de savoir si c'est un contrôle thermo ou un contrôle cinétique, c'est juste le H le plus acide. Les H qui seraient portés de l'autre côté et en alpha d'un seul des deux CO sont pas du tout capables de rentrer en compétition avec le H que j'ai repassé en jaune. Ils sont, entre guillemets, 2 fois moins acides. Donc la structure de l'anion 2 était évidente, et pour tous ceux qui se sont posés un peu des questions pour savoir si c'était là ou à côté que ça allait attaquer, n'oubliez pas de jeter un œil à la suite du sujet. Vous aviez des constituants qui étaient dessinés et qui étaient formés après cette étape-là. Il était extrêmement facile d'analyser la structure de ces composés pour se rendre compte que pour que ça marche, il fallait effectivement que le carbone fonctionnel, ce soit le carbone portant le carbanion et le méthyle à la fois. Donc ça devrait lever les doutes que vous aviez. Pourquoi on fabriquait ce carbanion? Parce qu'on allait l'engager dans une réaction de type Michael, c'est-à-dire une addition 1,4. C'est toujours bien de savoir citer le nom d'une transformation. Et là, encore une fois, faites attention quand vous donnez les formes mésomères qui existent pour les réactifs. L'énone, elle est stable sous la forme non chargée. S'il y a des formes mésomères qui font apparaître un caractère électrophile sur le carbone de bout de chaîne, eh bien ces formes mésomères, c'est-à-dire les deux flèches qui sont écrites ici, il vous faudra les engager en même temps que l'addition nucléophile du carbanion. En clair, les trois flèches doivent être écrites simultanément et pas d'abord une forme mésomère, un petit peu bizarre parce que correspondant à une forme peu stable du réactif que vous impliquez. N'oubliez pas que dans une 1,4, la charge moins doit arriver sur l'oxygène, c'est le moteur de la réaction, et c'est seulement par des formes mésomères que l'on remet la charge moins sur le carbanion, et qu'ensuite la protonation va fabriquer finalement un composé dicarbonylé avec les fameux 3CH2 entre les fonctions carbonyles. Donc pour ce mécanisme, je vous renvoie vers le cours. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on ne perd pas de vue que la fixation du carbanion en alpha des 2 CO se fait sur la CC, qui est plane. Donc lorsque cette réaction se fait en termes de stéréochimie, eh bien le carbanion peut venir se fixer soit par au-dessus, soit par au-dessous du plan de ce carbone. Cela va générer un site qui est un site tétraédrique que j'ai entouré en vert sur le sujet. Bien évidemment, il correspond en fait à deux attaques possibles, c'est-à-dire le carbanion peut venir vers le haut et pousser le CH3 vers le bas, ou inversement venir vers le bas et pousser le CH3 vers le haut. C'est-à-dire ce carbone qui est un carbone tétraédrique aurait eu la capacité d'avoir des propriétés stéréochimie. Oui, mais à condition de ne pas tomber dans le panneau, c'est qu'en fait ce carbone-là, il permet de couper le composé 4 avec un plan de symétrie que je vous ai indiqué en vert, un petit peu plus haut. Et donc ce plan de symétrie, il fait que même si on s'attend à deux formes spatiales différentes au niveau du carbone entouré en vert, eh bien en fait le composé 4 n'aura aucune propriété optique parce qu'il ne contient pas de carbone asymétrique. Cela n'empêche pas que les deux formes spatiales localement sont créées en proportion équimolaire, de façon équiprobable, et effectivement lorsque 4 se transforme en 5, eh bien on perd le plan de symétrie, et du coup on voit apparaître un carbone asymétrique, on voit donc apparaître deux stéréoisomères fabriqués de façon équiprobable avec un unique carbone chiral, donc on a bien un mélange de deux énantiomères, et on peut définir le caractère R ou S de chacune des deux formes.
Voilà, ces petites questions de stéréochimie sont intéressantes, hein. La stéréochimie était passée sous silence dans 4 et elle réapparaît dans 5. Pourtant, elle est originaire de la réaction de Michael. Dans la question suivante, il était question d'énolisation, d'aldolisation et de crotonisation. Encore une fois, on fabriquait un énolate, mais ce qui est intéressant ici, c'est que cet énolate, il est fabriqué à chaud, donc il induit que la réaction va se faire sous contrôle thermodynamique. Mais n'oubliez pas que sous contrôle thermodynamique, ce que je sais, c'est que je cherche à fabriquer le produit qui est le plus stable. Et ici, le produit le plus stable, c'est pas nécessairement l'énolate le plus ramifié, donc le plus stable. C'est qu'à la sortie, si je fabrique un énolate sur le carbone en bout de chaîne, celui qui porte le rond vert dans le mécanisme au-dessus, eh bien, lorsque l'addition nucléophile, c'est-à-dire la cétolysation va se faire, eh bien, il y a une attaque qui permet la fabrication d'un cycle, qui plus est un cycle avec 6 sommets, donc particulièrement stable, parce qu'il y a peu de tension de cycle dans ce composé. Et donc, le moteur de cette réaction-là, c'est la cyclisation favorable qui assure une stabilisation plus grande du produit formé. Ce cétol fabriqué intermédiairement, bien entendu, va subir une crotonisation puisque toutes les conditions sont réunies. On a le chauffage et on a le milieu basique et on va fabriquer un alcène par départ du nucléofuge H-, qui, je vous le rappelle, est quand même la particularité de cette E1Cb. Un petit mot rapide sur la question 12, ce sont des questions de cours portant sur la façon de mesurer les propriétés optiques d'un composé. Bon, mais globalement, vous ne connaissez pas les définitions, vous faites encore des grandes confusions. Le mot pouvoir rotatoire, le mot dextrogire, le mot lévogire doivent être parfaitement connus et la phrase qui permet de justifier le mot lévogire ne doit souffrir aucune approximation. Arrêtez de me dire que la lumière tourne, arrêtez de me dire que la molécule tourne. Ce qui tourne, c'est l'orientation du plan de polarisation de la lumière. Apprenez cette phrase, s'il vous plaît. Les questions 13 et 14 portaient sur la manière de fabriquer un diol anti en passant transitoirement par une fonction époxyde. Ce sont des questions de cours ultra classiques. Connaître le nom et la formule du MCPBA, c'est vraiment de l'apprentissage, hein, c'est du par cœur. D'une manière générale, vous savez tous que c'est un per-benzoïque acide, mais le métachloro a subi quelques petites variations. Je vous rappelle que la position méta, c'est la position 2 par rapport au groupement per-acide. Ceux qui auraient mis par erreur le chlore sur cette position-là aurait écrit un parachloro. Attention. Bon, c'est pas très grave, mais c'est apprendre le vocabulaire. Par contre, je ne suis pas d'accord sur la manière dont vous restituez le passage d'un alcène à un époxyde. On vous demandait clairement de donner une équation bilante, c'est-à-dire quelque chose qui respecte la conservation de la matière, c'est-à-dire qu'on attendait que vous me parliez du sous-produit de cette réaction. Une fois que l'époxyde est fabriqué, il reste un acide carboxylique dont je vous rappelle que pour s'en débarrasser, on a pris l'habitude d'introduire en même temps que le MCPBA des ions HCO3-, des ions hydrogénocarbonates qui sont des bases faibles et qui vont déprotoner l'acide fabriqué, c'est-à-dire le rendre soluble dans l'eau et donc l'éliminer par lavage. On est bien d'accord qu'on obtient une fonction époxyde et que l'intérêt de cette fonction époxyde, c'est que je vais l'attaquer par une hydrolyse basique, par des ions OH-, mais j'aurais aimé que beaucoup d'entre vous citent la notion de contrôle stérique. Vous faites correctement les flèches du mécanisme, vous attaquez bien par OH- sur le carbone qui ne porte pas le méthyle, mais vous ne justifiez pas cette attaque, c'est quand même un peu dommage. On sait que c'est une réaction en anti sur le carbone le plus dégagé et que c'est ça qui va induire la rupture du cycle époxyde et la fabrication après hydrolyse basique, par H2O, du diol anti. Bien, je continue sur ce sujet-là avec une question qui était une question un petit peu originale dans laquelle il fallait faire une exploitation de documents sur la réaction de Baeyer-Williger. Et c'est pas très grave si vous êtes passé à côté. Mais par contre, il faut que vous fassiez attention que si vous voulez rendre compte d'un mécanisme qui vous est décrit par des phrases, il faut aussi que vous respectiez le nombre d'étapes dont parle le mécanisme. Il y avait beaucoup de flèches en même temps, je reconnais. Mais il fallait les écrire proprement en respectant le nombre d'étapes. Ici, il n'y avait que 2 étapes. Sur le premier passage qui fabriquait l'intermédiaire instable, pas mal d'entre vous s'en sont plutôt bien sortis en respectant bien le fait que ce qui est intéressant, le moteur de tout ça, c'est encore une fois que l'oxygène et le doublet non liant d'un oxygène engagé dans une C-double liaison O a des propriétés basiques. C'est lui qui vient attaquer le H, delta+, donc acide, qui est au bout de la fonction per acide.
Une fois que ça c'est fait, on va mettre en évidence une liaison H intramoléculaire qui va encore plus fragiliser la liaison OH que l'on vient de fabriquer. Beaucoup d'erreurs pour l'étape numéro 2 parce que peu d'entre vous sont repartis du doublet basique de l'ACO. Ce coup-ci, c'est sur la partie entre guillemets droite de la molécule. On ne pouvait pas faire intervenir l'oxygène de la liaison OO simple. Lui n'a pas les propriétés basiques parce que lui n'engage pas l'effet -M, les formes mésomères comme la double CO. Voilà, je vous laisse prendre connaissance de la manière d'écrire toutes ces flèches-là qui rendaient compte de la transposition correctement pour arriver à la fonction ester. Voilà, bon, c'était une partie un petit peu originale, moins dramatique que les erreurs sur des questions de cours, mais ça fait un bon entraînement de rigueur si vous reprenez ces questions-là. Par contre, la question 17 et la question était une simple question d'addition-élimination sur un dérivé ester, et j'ai quand même eu pas mal de grosses bêtises là-dessus, de flèches un peu bizarroïdes. C'était du cours une saponification finalement qui était mise en œuvre. Venons-en comme ça à la question 18, dans laquelle on vous demandait d'écrire un schéma de Lewis pour le composé POCl3. Vous avez été extrêmement nombreux à oublier les doublets non liants sur le schéma de Lewis. Ça, c'est vraiment une erreur à la fois bête et puis à éviter. Un schéma de Lewis doit respecter tous les électrons de valence, surtout les doublets non liants. Quant à la recherche de la géométrie, j'ai eu tellement de bêtises qu'on va reprendre clairement ce que signifie le code VSEPR ici à X4. Dans la notation X, on compte les directions de liaison chimique. Si elles sont différentes entre elles, c'est pas un problème. Mais on ne compte pas le nombre de doublets engagés dans des liaisons. Certains ont écrit que POCl3 était de la forme à X5. Non. POCl3, il y a depuis l'élément central P, qui sera symbolisé par la lettre A, il y a 4 directions de liaison covalente qui partent, donc à X4. Il n'y a aucun doublet non liant porté par l'atome central, donc E0. Je n'ai pas écrit E0 parce que j'en ai pas besoin. Donc c'est un AX4. Et un AX4, c'est un tétraèdre. Ce n'est pas une pyramide à base triangulaire. Pour que ce soit une pyramide à base triangulaire, il faudrait qu'une des 4 directions du tétraèdre soit occupée par un doublet non liant. Que je ne vois pas, si vous me permettez l'expression, 4 directions de liaison covalente autour de l'élément phosphore. Comme je vois les 4 directions, c'est un tétraèdre. L'angle classique d'un tétraèdre, c'est 109 degrés, mais bien entendu, la double liaison PO est plus encombrante, donc elle va repousser les 3 chlores les plus près les uns des autres, d'où les différences d'angle. Mais je ne me risque pas à donner des valeurs numériques. Je dis juste, l'angle vert est plus grand que 109, l'angle violet est plus petit que 109. Encore une petite remarque sur la question suivante où on vous demandait des conditions opératoires pour une déshydratation. Opératoire, ça veut dire une vraie recette de cuisine, donc des vrais réactifs. Vous avez été nombreux à me dire il faut se placer en milieu acide avec un chauffage, c'est très bien, mais proposez-moi un vrai acide, soit de la PTS, soit de l'acide sulfurique, pas un H+, ça n'existe pas dans un laboratoire un H+, il faut donner une vraie source. Ensuite, le mécanisme de la déshydratation qui effectivement est acido-catalysé, en faisant attention que H2O+ est un excellent nucléofuge, et donc si son départ permet un carbocation avec un peu de stabilité, il s'en va en laissant le carbocation. Le mécanisme de type E1 est majoritairement obtenu. Ici, en l'occurrence, on avait un carbocation tertiaire, donc très stable, c'était normal qu'il se fabrique. Et puis, pour discuter du composé majoritairement obtenu, il fallait rappeler que nous étions sous contrôle thermodynamique. Certains ont cité la loi de Zaïtsev, pourquoi pas. Je préfère le contrôle thermodynamique pour obtenir le composé le plus stable. La question de RMN n'a pas trop posé de problème. Je m'excuse pour les ratures sur vos copies, c'est moi qui me suis trompée. Ça arrive aussi aux gens très bien. Mais sinon, globalement, ça a été bien traité. J'utilise les quelques secondes qui restent dans cette vidéo pour attirer votre attention sur la manière dont on discute de la protection et des protections. Ici, on vous disait qu'on avait fabriqué un acétal. Vous savez tous qu'un acétal, ça sert à protéger une CO. Mais il faut absolument me dire que ça sert à protéger une CO contre certaines des étapes du mécanisme. Sinon, ça veut rien dire, c'est du blabla. Voilà, je vous laisse finir sans vidéo, vous devriez pouvoir vous en sortir.